Dans cette vidéo, nous allons parler donc du groupe Renault, notamment Luca De Meo, donc il y avait l'Assemblée Générale. On va parler essentiellement de Renault et de la voiture électrique puisqu'ils n'ont pas abordé, on va dire, Dacia, ils n'ont pas forcément abordé donc Alpine. On pourra parler à la fin donc, de cette vidéo des stratégies que Renault aurait pu mettre en place, mais moi je les trouve relativement aujourd'hui isolées et en recherche-développement ça peut être compliqué, on voit sur l'électrique, les batteries pour l'essentiel ce n'est pas eux, les moteurs donc non plus, ou en tout cas voilà, ce n'est pas eux qui fabriquent en totalité, donc on y reviendra. Ce qui m'a choqué en tout cas dans cet article, je vous mettrai ici, c'est lui qui me l'avait envoyé, donc merci à lui, et on a eu la même réflexion dessus, c'est sur la Renault 5, où Luca De Meo explique que finalement la marge sur un véhicule électrique ou sur la Renault 5, mais ça doit être pareil sur tous les autres véhicules, eh bien elle n'est pas plus importante, même en pourcentage, elle est un peu plus faible que les véhicules thermiques. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui est compliqué pour un constructeur aujourd'hui, c'est que le véhicule électrique, et c'est un fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est entre 10 et 20% donc de véhicules vendus à l'année, la proportion par rapport à un véhicule thermique. Donc si finalement les constructeurs, alors que le véhicule électrique, notamment sur des citadines ou compacts, est 50, voire des fois 2 fois plus cher qu'un véhicule donc, thermique, ou au moins 5 à 10 000 euros de plus, comment vont-ils faire donc s'ils ne font pas forcément plus de marge et essayent de conserver des marges conséquentes avec des prix finalement très élevés et donc des volumes qui sont 5 fois moins importants. C'est dommage donc qu'il n'ait pas parlé de Dacia parce que Dacia en Europe fonctionne plutôt bien. Renault est très franco-français et c'est ce que d'ailleurs Luca De Meo expliquait, c'est-à-dire la volonté de vouloir jouer entre guillemets en Champions League. C'est-à-dire que Renault donc se retrouve quand même un peu plus isolé. J'en ai pas reparlé d'ailleurs de la Micra, je verrai si je le referai. Est-ce que finalement Nissan est capable de revenir dans l'alliance parce qu'elle est extrêmement isolée. Et pareil donc pour Nissan est très japonais, même si il marche plutôt bien aux États-Unis, mais c'est un peu plus compliqué. Pareil pour Renault, le groupe Renault, ils ne sont pas impactés aux États-Unis comme le groupe Stellantis ou autre, parce qu'en fait Renault c'était Nissan qui s'occupait donc de la partie, on va dire, Amérique, et Renault va faire éventuellement peut-être Mexique, Brésil, donc plutôt sud, en tout cas américain, après Afrique, Afrique centrale, Afrique du Nord, et ils ont été, je crois que c'est la moins bonne stratégie, mais malheureusement on voit bien que nos constructeurs, eh bien, c'est toute une histoire de politique, il n'y a pas que Tesla, et il n'y a pas que Elon Musk malheureusement, c'est que Renault a dû faire ce que PSA à l'époque avait dû faire donc en Iran, malheureusement, c'est de s'imputer de son deuxième marché, notamment la Russie, et d'avoir eu une stratégie intéressante avec l'ADA, etc. Donc ça, je pense que ils n'ont pas eu le choix, donc on leur a pas a priori laissé le choix. L'Europe, la France, les États-Unis n'ont pas laissé le choix, donc pareil comme Peugeot avec donc l'Iran de mémoire, et bien malheureusement de partir. Donc Poutine, lui, a fait son job de l'autre côté, malheureusement. Il a dit, écoutez, vous partez, vous nous laissez les usines, vous nous laissez les assemblages, et voilà, on va reprendre. Donc finalement, c'était tout bénef pour eux. Donc a priori, ça devrait peut-être s'améliorer. Il faudra voir donc en fonction du conflit russe et ukrainien. Voilà, encore une fois, ça nous logiquement regarde pas, mais ça a imputé complètement donc la marque là-dessus. Comme je vous disais, donc au niveau de la recherche-développement, pour le moment, Renault s'est axé sur 2 châssis, donc celui où il y a la Mégane et il y a le Scénic. C'était quand même aussi avec Nissan, il y a le Nissan Ariya et la Micra qui va arriver. C'était quand même sur l'électrique plus Renault que Nissan, même si déjà à l'époque il y avait déjà la Leaf et la Nissan, donc la Nissan Leaf et la Renault Zoé. Je pense aussi à ça, c'est très important. Sur les moteurs, on voit qu'il y a eu très peu d'évolution, certes sur les puissances, mais on reste sur un rotor bobiné, on reste sur un châssis donc à la base de thermique qui a été adapté, on reste donc sur un véhicule avec un moteur à l'avant, et on le voit bien par exemple l'estafette, qui est donc une conjointure avec Geely, et quand Renault arrive à faire des choses avec leur plus gros partenaire pour l'essentiel depuis une dizaine, vingtaine d'années, au moins 10 ans en tout cas, c'est avec Renault, c'est donc Geely et aussi donc Mercedes. Donc sur la partie, on va dire avec Geely, ça devait aller beaucoup plus loin, notamment avec Alpine. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc s'il y a des personnes qui le savent, qui n'hésitent pas à mettre dans les commentaires. Donc c'est du off-off qu'on n'a pas.
malheureusement, mais sur l'estafette c'était très intéressant puisque architecture 800 volts, on va avoir une propulsion, on a un véhicule donc qui va avoir un très bon gabarit et un véhicule qui va fortement très bien braquer. Je tiens à rappeler qu'un véhicule électrique obligatoirement ça a énormément de couples. Plus on va avoir de couples, le but c'est pas de faire du 250 sur la nationale, c'est d'avoir une régénération qui soit très importante. D'autant plus que les nouveaux moteurs donc de chez Renault devraient passer à 270 chevaux au lieu de 220. C'est grâce à l'architecture en 2027 logiquement donc de 400 à 800 volts. Donc tout ceci permet certes une régénération plus importante, mais un couple important, voire un démentiel. En tout cas, elle a un très très bon couple. De mémoire, on est sur 220 chevaux et 350, même si la 130 chevaux est moins puissante, elle a un couple très très important aussi, surtout sur un 0,50 km/h. Donc là, dès que vous allez un peu braquer en même temps d'accélérer, ça peut patiner. Alors encore plus quand vous êtes sur un sol humide ou mouillé. Donc l'intérêt, c'est d'avoir finalement la motricité à l'arrière, avec des roues directrices à l'extrême, mais on n'avait pas forcément besoin, et d'avoir donc une direction qui soit libérée en fait du couple supplémentaire que peut apporter donc le moteur. Et donc d'avoir aussi un moteur à l'arrière sur un véhicule électrique, eh bien ça vous permet d'avoir un plancher qui est plus plat à l'arrière, on le voit bien, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de volume, c'est Tesla, qu'on le veuille ou pas, personne n'est capable en fait de faire un véhicule donc entre guillemets aussi petit, donc avec autant de volume à l'intérieur, et d'avoir donc à l'avant un frein. Certains diront que ça ne sert absolument à rien. Je peux te dire que pour le quotidien, et même éventuellement mettre des glacières pour mettre voilà, des pains de glace, ou éventuellement donc pour aller en course, pour aller voyager, pour mettre ses câbles, donc libérer en tout cas des choses qu'on aurait mis dans le coffre, hein, comme le triangle et autres, etc., qui est plus facile en accès. Pareil, un Geely l'a fait avec certains modèles, mais aussi avec Smart Mercedes. Donc moi, c'est la seule chose que je comprends pas d'un point de vue stratégique. Si Renault, donc entre guillemets, s'ampute, donc ça fait je crois 2 ans, avec l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, eh bien, est-ce que Renault ne devrait pas encore plus se rapprocher donc de Mercedes? On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui avaient été partagées, notamment quand c'était l'époque avec Nissan et Infiniti, des moteurs, des plateformes, de la classe A. Renault avait donné son excellent 4 cylindres 1,5 litre, donc DCI, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Donc on sait que Renault, avec Valeo et autres, donc travaille au niveau des moteurs, il travaille aussi au niveau des plateformes. Renault ont l'air d'être les seuls à partir sur un rotor bobiné. Est-ce que ça sera la solution? On ne sait pas. Valeo aussi, en tant que fournisseur équipementier, rencontre de gros problèmes. Donc demain, si Valeo n'est plus capable en fait de fournir du développement et des améliorations en fait sur un moteur, ça risque peut-être compliqué. D'ailleurs, ils ont parlé beaucoup donc de la Renault 5, ce qui est un peu affligeant d'un point de vue, je parle technologique, même si elle est très jolie, même si elle plaît en France, même si les ventes sont très bien, d'un point de vue technologique, quand on voit ce qui se fait au niveau des constructeurs chinois, mais surtout au niveau de la référence par rapport à Tesla, c'est quand même compliqué. Si on prend le 400 volts et la charge, notamment même d'une batterie de 52 kWh, elle est éclatée au sol quand on sait qu'à un moment donné, Tesla travaillait avec BYD avec une batterie structurelle de 58 kWh, hein, qui n'est pas très loin de 52 finalement, et bien arriver à avoir des charges 2 fois plus rapides, c'est quand même pas terrible. Pareil, comme je vous l'ai déjà expliqué, un châssis réellement dédié à une électrique, et on va se rendre compte que l'estafette, c'est tout à fait ça. Donc pour le moment, qu'est-ce qui manque en fait aux constructeurs Renault? C'est vraiment d'aller plus loin, pourquoi pas sur le rotor bobiné, mais d'avoir donc un véhicule qui soit plus adapté en tout cas à l'électrique, et surtout sur l'électrique, est-ce que le recherche-développement ne va pas forcément coûter trop cher dans la mesure où les volumes restent très faibles, et ça c'est pour tous les constructeurs. Donc là c'est une inquiétude. Sur la partie donc thermique, pareil, c'est l'inquiétude. Donc sur les marchés émergents, on voit bien donc l'éthanol, ils en ont parlé, donc Renault, du développement, je ne sais plus, c'était le 1 litre, je crois, ou 0,9, je crois que c'était le 1 litre. Et puis en 3 cylindres, il y avait le 1 litre 3 qui était en collaboration donc avec Mercedes en 4 cylindres, de le passer donc à l'éthanol sur les pays donc émergents. Et en Europe, la plus grosse inquiétude, c'est comment Alpine va pouvoir donc proposer un véhicule sportif avec un bon rapport qualité-prix par rapport à Renault et par rapport à d'autres constructeurs comme au-delà de Tesla, certains constructeurs chinois, BYD, XPeng,
MG peut-être, mais aussi donc Mercedes, BMW, parce que là, ils vont vraiment être en face des constructeurs vraiment premium, hein. J'ai quand même eu, petit aparté, une personne dans les commentaires qui m'a dit « Non mais Renault, c'est tout aussi bien que Mercedes. Je savais pas que Renault avait fait des SL, SLK, SLR, des classes G, des classes M, voilà, à l'époque, donc des GLE, GLE coupé, des GL tout court. » Donc là, clairement, Renault, comme Peugeot, hein, essaye de monter en gamme. Sur la partie haute, c'est vrai, Rafale, ben, c'est plutôt agréable. Pour autant, on voit qu'au niveau des ventes, ben, les gens qui veulent mettre 60 000 €, peut-être qu'ils partent plus sur un GLC. Pareil, la personne m'a fait une comparaison avec Volkswagen. C'est compliqué. Volkswagen est Volkswagen. Renault est Renault. Donc en fait, on va voir réellement ce que Alpine va être capable de proposer par rapport aux différents modèles. Moi, j'ai peur. Et pareil, donc par rapport à Dacia, mis à part la Dacia Spring, quand on met de côté, qu'est-ce que Renault va proposer donc avec Dacia, notamment sur l'électrique. Et c'est là où on se rend compte, donc cette plateforme qui est dérivée de la Clio 5 de mémoire, donc CMF en EV, qui est donc un châssis thermique, qui est donc à 70% revu, mais finalement qui reprend les caractéristiques donc d'un châssis thermique, le moteur à l'avant, alors qu'encore une fois, hein, sur un thermique, on peut comprendre que le moteur soit à l'avant, parce que ça évite finalement de devoir avoir la direction, de pouvoir donc d'avoir le moteur à l'avant et à l'arrière, donc tout ce système, on peut plus avoir de plancher plat, etc. Donc ça peut être assez compliqué. Voilà, donc la transmission, j'arrivais plus à revoir le mot. Donc la transmission, hein, par exemple, ça me fait penser au Cayenne où voilà, tu avais notamment le palier et il y avait un souci donc dessus. C'est un coût supplémentaire obligatoirement, comme la SLK ou d'autres véhicules que j'ai pu avoir, mis à part sur l'Alpine A110 où on retrouve un moteur en centrale arrière et donc il n'y a pas besoin d'avoir tiré la transmission, etc. Donc ça peut avoir des contraintes, etc., etc. Bref, on ne va pas rentrer dans cet aspect donc technique. Ce qui est important, c'est l'électrique en fait, ça aurait permis donc un moteur à l'arrière et finalement ça n'aurait pas coûté plus cher. Mais quand on part donc sur un châssis obligatoirement donc d'une Clio, eh bien on a ses avantages. Les avantages, on les connaît, c'est de repartir sur quelque chose d'existant, qu'on connaît, etc. Mais ses inconvénients, moi je le vois sur la Mégane, une batterie qui est assez lourde, qui est amortie plutôt comme un véhicule thermique, alors qu'en fait on récupère pratiquement 300 à 400 kilos supplémentaires, et un couple que ce châssis-là n'avait pas forcément l'habitude. Donc en fait on va retravailler les choses, etc. On l'a vu avec la 290, mais on ne fait pas forcément de miracle. Donc les 6 secondes qu'on a sur 220 chevaux, eh bien c'est pas le même comportement routier qu'on pouvait avoir avec une Clio RS par exemple, que ça soit le 2 litres en 220 ou le 1 litre 6 qui était à 203 chevaux, 210, 213, etc. etc. Donc il y avait une opportunité, elle n'a pas été faite, il faudra voir donc aussi donc par rapport à Valeo, donc ce que ça va pouvoir donner donc sur les moteurs, etc. Et donc Dacia, c'est très très important donc de comprendre en électrique qu'est-ce qu'ils vont proposer. En analogie, nous avons donc de l'autre côté le groupe Stellantis avec donc Peugeot, si on peut dire, ou anciennement PSA, qui propose donc l'e-motor. L'e-motor finalement qui se positionne avec la T03 et même après avec d'autres modèles, donc en access, low cost si on peut dire. Bon, Dacia est là avec la Dacia Spring, mais pour le reste, on se rend compte que s'il devait utiliser cette plateforme qui a priori coûte relativement cher finalement, eh bien une R5 aujourd'hui qui est aux alentours des 30 000 € pour un prix médian, entre 27 et 33 000 sans bonus, eh bien à combien serait une Dacia, même éventuellement en citadine ou un peu plus grande? Ça, on se rendrait compte que peut-être que là, une Dacia, ça ferait très cher, qu'on serait à 25, 30, 35 000 €. À quel prix finalement donc serait une plateforme électrique d'un Dacia Duster? Quand on voit que déjà en hybridé, on est entre 25, 27 000, 30, 35. Donc on peut se poser la question finalement du positionnement du prix. Est-ce que l'intégration de cette plateforme chez Dacia aurait pu éventuellement réduire le coût? Ça aussi, ça peut être une autre question. Donc pour le moment, eh bien, on voit que les résultats sont bons. Pour le moment, la stratégie, donc, elle est bonne. Mais à terme, quand on aura donc Stellantis qui va se réveiller, qu'il y aura encore plus de concurrence au niveau des Chinois, qu'on va avoir éventuellement plus de compacts, peut-être avec Tesla, mais Volkswagen, elle arrive avec 3 donc citadines,
la R5, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Et quand on voit Skoda notamment dans le groupe VAG, comment ils sont très agressifs, ils vont proposer donc en plus des batteries un petit peu plus importantes, avec a priori une charge un petit peu plus importante. Donc Renault fait ce que font les constructeurs chinois, Geely, mais BYD ou XPeng, et bien comme les charges en 400 volts sont pas folles, on passe donc une architecture 800 volts et on arrive à réduire 2x2. Le problème, c'est que on a Mobilize, mais même chez Unity ou même chez Electra, pour le moment, on a quand même très peu de bornes, et les bornes Tesla éventuellement qui sont ouvertes à tout le monde et aux Tesla, il n'y a pas beaucoup de bornes 800 volts. Donc la réalité par rapport aux chiffres qui vont être apportés, de dire un 10-80, on le fait en 8 minutes, 10 ou 12 minutes, les gens risquent de se dire que bon, ce chiffre il est peut-être un petit peu trompeur. Ça va nous faire un petit peu comme le WLTP, où on va nous annoncer des 400 km et puis sur autoroute ou en hiver à 90, on va se rendre compte qu'on en est très loin. Donc voilà pour cette vidéo. Comme je le répète, clairement les chiffres sont bons, meilleurs en tout cas que le groupe Stellantis, sont plutôt bons par rapport à Volkswagen, la stratégie est bonne. La seule chose qui est inquiétante, c'est la stratégie donc de demain par rapport à Renault, et aujourd'hui ces deux entités, donc pour bien comprendre Alpine et Dacia, c'est la même chose en fait avec Volkswagen aujourd'hui. Qu'est-ce que Volkswagen fait avec Seat, Audi ou Porsche? Parce que même si Audi et Porsche jouent à côté, eh bien, il y a quand même une répercussion par rapport au groupe. Ben là, c'est la même chose. Là, c'est eux qui envoient les informations, qui disent, ben voilà, sur les Dacia, bon, c'est le nouveau châssis par exemple de la Clio, etc. Et vraiment, l'information la plus importante, qui est presque dramatique, c'est que c'est vrai que la R5 est mieux positionnée que la 208, mais il n'y a pas de quoi se flatter parce que la 208 est tellement chère et tellement haute. La Zoé, c'est vrai, esthétiquement, peut-être certains vont dire qu'elle est moins jolie, mais d'un point de vue technologique, c'est vrai que la Zoé était aussi chère. Il n'y a pas une avancée qui est transcendante, et on est encore une fois en train de se rendre compte que si on veut un véhicule relativement polyvalent, si on veut un véhicule vraiment familial, aujourd'hui dans le groupe Renault, au-delà de la R5, c'est un Scénic avec une batterie de 87 kWh, 220 chevaux, qu'elle soit en techno ou éventuellement iconique, et ça veut dire qu'on dépasse les 50 000 €. Donc il n'y en aura obligatoirement pas pour tout le monde. Il est loin le temps des 3008 Scénic qui étaient à 20-25 000 €, en tout cas qui ne dépassaient pas 30 000 €. Voilà pour les informations, voilà pour cette analyse, voilà en tout cas ce que j'en pense. Il faudra voir à la fin donc de la décennie, et puis donc pareil, les décisions de l'Union européenne, est-ce que on va et on continue dans ce sens-là, parce que pareil, si l'Union européenne dit c'est 100% de voitures électriques et on laisse la part belle éventuellement à l'hybride rechargeable, Renault, dans l'ensemble, sur l'hybride rechargeable, est assez mal situé. Ils sont plutôt sur l'hybride. Donc, si ils laissent la possibilité, l'Union européenne, à l'hybride, ça sauvera peut-être donc Dacia et de proposer des petites Sandero, comme ils ont prévu donc cette année, je crois que c'est l'année prochaine, avec le nouveau moteur, donc 1,8 litre 155 chevaux, qui est très bien, mais pareil, tout ça va faire augmenter les coûts. Donc on va voir en fait, la Sandero, logiquement, c'est la dernière à passer à l'hybride. Et quand on voit donc le Jogger et le Duster à combien ils sont en hybride, on est aux alentours des 25, 27, 28 000. Donc la Sandero à 13 000 balles, je pense que c'est fini. On sera plutôt plus près des 15, 16, voire 18 000. Parce que même si elle est un peu moins chère qu'une Clio, eh bien obligatoirement, il y a une réalité technique et le coût, malheureusement, il faut bien le répercuter. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et de ce que vous en pensez. Bon, surtout les autres, pas les fanboys, parce que je pense que ça va être compliqué. Un petit pouce, partagez, et puis à vous abonner. Allez, ciao à tous.